Si tu nous écoutes, c'est que tu veux devenir entrepreneur de ta vie et la vivre selon tes termes. Aujourd'hui, je ne me retrouve pas avec Marc, mais j'accueille sur le podcast un expert, et pas n'importe quel expert, car il est l'auteur qui m'a fait acheter mes premiers livres et donc commencer mon auto-éducation. Vous aurez donc compris qu'il est ici question de sport. Après ses débuts dans le judo et une carrière de champion dans le monde de la force, il développe ses compétences de dessinateur en autodidacte jusqu'à devenir la référence absolue en matière d'anatomie et de morphologie adaptée à la musculation. À la suite d'un best-seller mondial, traduit en 25 langues et vendu à des millions d'exemplaires, il diversifie son partage de connaissances à travers de nombreux livres, ainsi que son contenu en ligne qui instruit plus de 100 000 passionnés qui vont jusqu'à l'appeler Dieu Lavier. Et oui, il s'agit bien de Frédéric Delavier, qui est difficile à catégoriser ou à lui donner un titre, outre peut-être celui d'homme libre, avec son message d'anthropologue philosophe visant à rendre ce monde meilleur. Sorti dernièrement, son livre L'éveil des consciences propage justement sa parole dans le top 3 du classement des ventes Amazon, pendant qu'il enregistre ses fameuses et instructives petites vidéos au petit matin. Sans plus tarder, car il est déjà passé minuit, j'accueille Frédéric Delavier. Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Alors, je vais vous faire une petite émission. Moi, je prends les intervieweurs quand ils m'appellent. Bon, il s'est présenté, je lui ai ouvert mes oreilles et mon cœur. Parfait. Et le but de ce podcast, c'est justement d'utiliser tes lunettes d'expert et d'anthropologue avec la perspective évolutionniste, parce que c'est une perspective absolument passionnante qui permet de comprendre énormément de choses sur la psychologie et bien d'autres domaines. Et pour commencer, comment devenir un expert reconnu dans son domaine, dans un domaine qui nous passionne, puisque grâce à une démarche autodidacte, tu as pu t'établir jusqu'au rang vraiment de référence. À quoi ressemble ce processus et comment peut-on y arriver? Alors, il faut travailler, 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 mais travailler sur un sujet que l'on aime. Parce que, bien sûr, si on travaille sur un sujet que l'on n'aime pas, on risque pas d'être passionné et on risque pas de mémoriser toutes les données. Donc, en général, pour réussir quelque chose dans l'existence, il faut s'y intéresser et s'y intéresser avec passion et amour. Donc, je m'intéressais un peu, même beaucoup, au dessin, à l'art, à l'anatomie, au sport et à la paléontologie. Et m'intéressant à tout cela, j'ai créé un peu ma personnalité et mon travail avec toutes ces passions réunies, tu vois. Mais c'est un long travail puisque j'ai été illustrateur, j'ai toujours fait des recherches. Quand j'étais jeune, j'allais chercher des fossiles. J'étais passionné en géologie. Après, j'ai toujours été passionné en évolution humaine, en dessin. J'ai eu une très longue formation en anatomie aux Beaux-Arts et à l'école, à la faculté de médecine, avec deux amis qui donnaient des cours de profs, hein. Donc je suivais leurs cours, c'était passionnant. Donc j'ai fait 3 ans de dissection avec Dominique Bastian. Et puis j'ai fait 9 ans à l'école des Beaux-Arts avec Jean-François Debord, qui était à l'époque un des meilleurs profs d'anatomie. Alors pour l'art, alors lui il disait plutôt de morphologie, hein, puisqu'il aime bien étudier la forme plutôt que l'anatomie, c'est découpé en tranches, hein. Mais j'ai eu une formation formidable qui, plus celle du sport, qui a permis, en fin de compte, de, de générer chez moi ce savoir qui est en fin de compte la réunion de plusieurs savoirs, tu vois, que l'on trouve en dehors, tu vois, du sport. Tu vois. Donc j'avais ma technique du sport, cette, cette, euh, cette approche de l'anatomie par l'étude des formes extérieures, tu vois, et des fonctions musculaires pour les artistes, et aussi cette approche de l'anatomie médicale pure et dure par mon ami Dominique Bastian qui faisait des dissections, qui venait aussi étudier aux Beaux-Arts, dessiner et suivre les cours de Jean-François Debord. Donc j'ai eu d'excellents profs, plus ma passion pour la paléontologie humaine essentiellement et primatologie, hein, puisque j'essayais de comprendre les hommes en essayant de comprendre nos cousins qui gardent encore des structures, on va dire, anatomiques, morphologiques, proches de nos ancêtres. Donc on peut revoir dans nos cousins
quelques restes de ce qu'étaient, en fin de compte, nos ancêtres. Donc c'est toujours très intéressant de les observer avec du recul, bien sûr. Et ça m'a permis justement d'avoir cette approche du monde, d'avoir cette approche du sport qui m'a permis de bien vivre, de vivre très honnêtement de ma passion. Et cette approche du monde qui a fait de moi un grand philosophe. Voilà, Voilà. extrêmement intéressant comme parcours, mais ce que j'ai noté surtout, c'est que tu es arrivé à un moment où ta passion n'était plus uniquement ton truc à toi, mais tu l'as utilisé pour créer massivement de la valeur pour les autres. D'ailleurs, il y a plusieurs très très belles histoires de bodybuilders ou de sportifs professionnels de nos jours qui ont grandi avec tes méthodes, qui se sont instruits avec tes livres. Et en fait, ça dénote de l'impact que tu as eu, et c'est cet impact positif qui, au final, revient en retour comme compensation financière, plus ou moins. Alors oui. J'ai toujours conçu mon travail comme une passion qui devait me rapporter de l'argent. Ma passion devait me rapporter de l'argent et mon travail devait être passionnant. Donc ça va dans les deux sens. Donc je ne pouvais pas me permettre d'avoir une passion qui ne me rapporte pas d'argent, ni un travail qui ne me rapporte pas d'argent, pour la bonne raison que si je n'avais pas d'argent, j'étais à la rue. Donc j'ai trouvé tous les moyens pour pouvoir, en fin de compte, exploiter l'enseignement que je prenais aux Beaux-Arts, l'enseignement pur et dur que je prenais aux Beaux-Arts et en fac de médecine, plus mon savoir que j'avais acquis dans le sport. J'ai fait de tout cela un bouquin. Donc j'ai utilisé la façon de dessiner de la Renaissance, les cours de Jean-François Debord et la façon de construire le corps de Jean-François Debord, tu vois, ma façon de présenter que j'avais quand même appris en faisant de la publicité, donc le côté commercial, comment présenter quelque chose, tout en reprenant la façon de dessiner des anciens, donc de la Renaissance, et l'enseignement que j'avais eu aux Beaux-Arts, plus le savoir que j'avais acquis en fac de médecine, tu vois, et mon savoir sportif, et j'en ai fait un bouquin pour pouvoir vivre. Alors au début, ce n'était pas un bouquin, puisque je travaillais, j'avais vendu mes planches au Monde du Muscle, j'étais allé démarcher un magazine à l'époque où il n'y avait pas d'Internet, donc c'est un autre monde, c'est un monde, c'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, et donc à cette époque, il n'y avait que les magazines. Et puis je me suis vendu en magazine pour faire des fiches techniques avec tout ce savoir accumulé qui me permettait de vivoter, c'est-à-dire de financer un peu mon loyer, pas mon chauffage, parce que vous ne pouvez pas encore payer le chauffage, c'était assez dur, tu vois. Et puis je prenais en même temps un RSA à l'époque, et après on avait monté des associations, et puis ces associations permettaient de toucher des aides, et ces aides me permettaient en fin de compte de continuer à travailler, et on me payait, et ça rentrait sur les associations, et les associations permettaient en fin de compte de dégager un peu d'argent, de payer des ordinateurs, du matos, plus le salaire que j'avais en tant qu'employé dans une association. On s'employait mutuellement dans les associations, on créait deux associations avec un copain, et puis on était chacun dirigeant et en même temps employé. Donc, il y en avait un qui était directeur et l'autre employé, l'autre était employé, l'autre directeur, dans deux associations. C'est on va dire, de la cuisine française pour vivre des aides sociales parce que le monde est dur, mais en fin de compte, moi je faisais de la création derrière tout ça, mais mon pote qui avait son association ne faisait rien du tout. Mais moi, je faisais vraiment de la création dans mon association, ce qui permettait en fin de compte d'être payé et de faire rentrer de l'argent dans mon association et en fin de compte de me faire connaître en faisant acheter à mon association des planches que je faisais, les faisais racheter par le Monde du Muscle. Alors le Monde du Muscle est un magazine et j'ai fait ça pendant de nombreuses années, 7 ans, quelque chose comme ça, ce qui m'a permis de me faire connaître dans le milieu du bodybuilding. Et quand j'ai fait le livre, alors eux ne voulaient pas faire le livre parce que j'ai rentré en concurrence avec leur propre production livresque, puisqu'ils étaient magazines, mais ils avaient des livres. Donc j'allais chercher un autre éditeur, et l'autre éditeur, en fin de compte, s'est occupé de me publier. Et comme j'étais connu dans le monde du bodybuilding, j'ai tout de suite explosé. Mais on voit qu'avant d'exploser, je me suis fait connaître pendant 7 ans par les planches que je faisais dans le seul magazine, le plus gros, il y en avait d'autres, mais c'était le plus gros,
qui traitait des informations sur le bodybuilding. Donc tu voyais, il y a tout un système à long terme pour se faire connaître sans gagner d'argent au début, tu vois. Moi, je gagnais très peu, mais chaque planche était pour moi une publicité, tu vois, dans un magazine. Et après, il y a le livre qui est sorti, comme tout le monde me connaissait. Et ben, tout le monde l'achetait un peu. J'ai fait un peu le même principe, tu vois. C'est des principes pour des gens qui veulent vivre et bouffer. Hein. C'est le principe que j'ai fait avec mes vidéos. Mes vidéos et mes réseaux sociaux ne sont pas là pour, en fin de compte, glorifier ma personne ou avoir mon petit moment de gloire parce que les gens me connaissent et me reconnaissent dans la rue, hein, et parce que je passe et j'ai pas loin de 70 000 suiveurs sur YouTube. Ça n'a absolument pas cette fonction. Ça a comme fonction de me faire connaître, tu vois, mes vidéos, en même temps de stocker mon enseignement en vidéo pour pouvoir le faire réutiliser par mes associés qui récupèrent mon travail, tu vois, et qui vont chercher les sources, parce qu'en réalité, mon travail est sourcé, hein, contrairement à ce qu'on pense. Je ne suis pas un mec qui sort mes trouvailles de mon cul. Hein. J'ai toute une équipe qui bosse avec moi. C'est faussement archaïque. Hein. Mon système est un système extrêmement performant. Donc, je fais mes vidéos. Elles sont là que je dispense un enseignement pour me faire connaître en même temps. Mais en vérité, depuis 7 ou 8 ans que je fais du Facebook, le but, c'est de faire un livre. Tu comprends ? Je n'ai pas fait YouTube pour avoir une chaîne et pour vivre de ma chaîne. Je fais du YouTube pour, si tu veux, donner un enseignement et ensuite, par cet enseignement, produire un livre. Un livre qui change le monde, tu vois, qui permet aux gens de mieux vivre et de devenir réellement libres. Tu comprends, c'est pas un livre qui est fait pour raconter mes histoires, mes états d'âme ou mon parcours. Non, non, ce sont des enseignements sur la vie, hein, des enseignements sur la vie, et j'explique et je détricote l'évolution humaine et ce qui mène à l'homme et quels sont, en fin de compte, quel est le moteur évolutif de l'humanité et qui sommes-nous, d'où venons-nous et où allons-nous et comment survivre dans ce monde qui peut paraître si dur, mais en vérité qui est merveilleux. Voilà. Voilà, on a pu identifier déjà dans ce genre de stratégie beaucoup de principes. Donc là, beaucoup de principes se recoupent, notamment le fait d'avoir une expertise que tu as développée. Donc c'est forcément un projet de longue haleine. Mais ensuite, tu as pu créer de la valeur pour les autres. C'est là où tu as pu créer une audience, une communauté. Et le fait même de créer ta valeur, à distribuer ton information, ton enseignement, déjà, tu raffines le message, tu peux l'améliorer, voir les points un peu sensibles chez les gens, voir comment les questions-réponses, le raffiner, etc. Puis ensuite, tu peux condenser tout ça dans d'autres formats un petit peu plus fluides à distribuer comme le livre. Donc ça, c'est vraiment un concept très intéressant, surtout d'un point de vue marketing. Et je voulais surtout souligner le principe de nécessité dont on a souvent parlé sur le podcast. C'est quand tu es dans une position où tu ne peux rien faire d'autre que réussir, au final tu disais, sinon tu n'avais pas à manger ou tu ne pouvais pas payer le chauffage, et là tu te bouges réellement. Et ça, c'est vraiment un pilier qui pousse les gens vers l'avant quand ils sont dans ce genre de situation. Ah oui, c'est la base. Je veux dire, si tu n'as pas cette volonté de t'en sortir, c'est-à-dire, moi c'était ça ou être clochard. Hein. Tu n'as pas de solution ou être gangster, clochard ou trafiquant, tu vois. Donc, clochard, je ne pense pas. Gangster, peut-être. Trafiquant, il y a des chances. En tout cas, j'aurais vite sombré dans l'illégalité, quelque chose qui me déplaît, tu vois. Je n'aime pas faire quelque chose qui peut être négatif pour la société. Mais je n'avais pas d'autre solution que, en fin de compte, essayer par tous les moyens de réussir. Et le fait de savoir que l'énergie me manquait et que j'avais besoin absolument d'aller chercher cette énergie, et c'est fondamental dans la conception de mes bouquins, puisque j'ai compris par ce manque d'énergie et par ma situation de pauvre, parce que j'étais ce qu'on appelle un pauvre, tu vois, c'est pas Calcutta, mais c'est pas Byzance non plus, tu vois. J'ai quand même été une fois à la soupe populaire et une fois à l'armée du salut. Hein. Donc, à l'armée du salut, j'ai acheté une robe pour ma copine et j'ai récupéré un livre qui s'appelait, très intéressant, à l'Ouest, rien de nouveau. Hein. C'est un livre très triste sur la guerre de 14-18, hein, écrit par un Allemand. Hein. Et puis j'ai été une fois à l'armée du salut où j'ai mangé un pâté dégueulasse et j'ai dit que je n'y retournerai
pas, j'ai pas pris leur soupe, tu vois, mais bon, le pâté était vraiment pas bon, tu vois, donc c'est pas top, tu vois. L'armée des saluts et la soupe populaire, pardon, c'était la soupe populaire. Donc on y va en rigolant, mais en fin de compte, c'est pas pour rigoler, c'est parce qu'on n'a pas le choix, on n'avait rien à manger ce soir-là. Donc, euh, quand tu es poussé là-dedans, tu t'aperçois que quand même c'est très important l'énergie, et que l'énergie, c'est ce qui fait tourner le monde, tu vois, la prendre et la conserver pour rester en vie et la transmettre pour donner la vie avant de mourir, tu vois. Et là, tu le comprends quand tu es dans la merde, tu comprends que ce qui est fondamental, c'est l'énergie et pas toutes les histoires qu'on peut te raconter, toutes les morales, tout ça. Non, tout ça, tout ce qui est émotionnel en vérité est là pour imprimer une mémoire en toi, mais une mémoire qui a pour but de prendre, de conserver l'énergie pour rester en vie. Et là, tu comprends comment fonctionne le monde, tu vois. Alors, cette vie dans la merde m'a permis, si tu veux, de comprendre l'importance de certaines choses que certaines personnes qui sont nées avec une cuillère en argent, une cuillère en or dans la bouche, mettront beaucoup plus de temps à comprendre. Et ils y parviennent. Et c'est là que ta thèse de l'homme libre entre certainement en jeu, puisque tu développes tout un concept autour de ça. C'est vraiment un message très très fort dans ton contenu et dans ton dernier livre. Est-ce que tu peux un petit peu nous définir ta vision de l'homme libre et éventuellement comment le devenir, si on peut réellement devenir libre? Alors, il faut savoir qu'en fin de compte, on n'est pas libre. On l'est, mais d'une certaine façon, quand on comprend, en fin de compte, que l'on n'est pas libre. C'est-à-dire qu'on peut se libérer quand on comprend qu'on est, en fin de compte, il n'y a pas de libre arbitre. Tu vois. Donc, l'homme, l'homme, en fin de compte, nous tous, nous nous croyons libres de nos pensées, de nos actes, notre capacité, notre liberté de penser, en fin de compte, n'est qu'une illusion, puisque nous sommes la mémoire, nous ne sommes que la mémoire génétique de notre lignée, c'est-à-dire des automatismes imprimés dans notre génome qui vont générer en nous des automatismes et des réactions en fonction de ce que nous percevons du monde. Donc la mémoire génétique de notre lignée, c'est en fin de compte des automatismes qui ont permis à notre lignée de survivre et qui se sont imprimés en nous dans notre patrimoine génétique. Plus notre, notre confrontation au monde et notre éducation qui génère en nous des automatismes de réaction, automatismes de réaction qui nous permettent en fin de compte de réagir au monde et d'y survivre. Donc, nous sommes la mémoire génétique de notre lignée, plus notre confrontation au monde et notre éducation, qui génère en nous, depuis la plus tendre enfance, des réflexes conditionnés en fonction de ce que nous recevons du monde. Alors, quand on sait ça, on se dit, merde, on n'a aucun libre arbitre. Oui, mais en connaissant, si tu veux, en prenant conscience qu'en fin de compte, nous sommes des automatismes, on arrive justement à se dégager des automatismes dans certaines situations, automatismes qui pourraient nous pousser à des réactions négatives, tu vois, des réactions de combat excessives ou à des souffrances qui n'ont pas lieu d'être, si tu veux. Le fait d'être malheureux quand une femme te quitte, de vouloir conserver sa femme et sa maîtresse quand on est un homme, tu vois, ou quand on est une femme, de vouloir siphonner tout l'argent de son homme, quand on le quitte en voulant le détruire, tout ça en réalité sont des automatismes qui ont pour but, soit pour l'homme, en fin de compte, de conserver en fin de compte les deux génitrices pour optimiser ses chances de survie, de transmettre la vie, donc de faire la diversité génétique tout en nourrissant ses femelles, et pour la femme, de ponctionner un maximum en fin de compte l'homme qui nous quitte ou qu'on quitte pour récupérer toute son énergie pour vivre soi-même en tant que femme et faire vivre ses enfants sur l'argent de ce qu'on aura piqué à l'homme. Alors évidemment, ce sont des programmations, des fois elles n'ont même plus d'enfants ou elles n'en ont pas, mais ce sont à la base des programmations pour ces femmes pour pouvoir, en fin de compte, siphonner à la base leur mec, leur mâle, pour pouvoir faire vivre leurs petits, même quand elles n'en ont pas, elles ont quand même ces programmations, tu comprends? Prendre l'énergie aux hommes. Et j'explique que tout ça, alors j'explique le partage, le sexe contre nourriture qui est arrivé à un certain moment quand nous sommes arrivés en savane. Pourquoi les femmes, si tu veux, pour qu'on paye le restaurant aux femmes, tu vois, et pourquoi les femmes ont tendance à se faire entretenir, pourquoi il y a cet échange sexe contre nourriture, alors que dans les primates, en général,
Ça arrive, mais c'est pas majoritairement ça, hein. Les femelles chimpanzés, par exemple, nourrissent leurs petits. Pourquoi nous, nos femmes, se font nourrir? Alors c'est plutôt valable au nord, mais c'est tous des processus évolutifs que j'ai expliqués, mais ce sont des programmations qui restent encore en nous, bien que nos sociétés soient dites civilisées. Tu comprends? Donc, toutes les réactions humaines, si tu veux, les haines, les colères, les jalousies, les désirs de possession, les désirs de prédation, sont en réalité des programmations faites pour la survie, tu vois, et qui peuvent être bonnes, mais qui peuvent, quand on ne les comprend pas, nous entraîner dans le chaos. Justement, j'ai découvert toute cette perspective évolutionniste à travers ton travail, puisque depuis l'âge de 15-16 ans, j'ai commencé à lire tes livres et puis à écouter tes vidéos. Et ce qui m'a vraiment surpris, c'est quand j'ai continué mes études et puis j'ai atteint un plus haut niveau d'études, et surtout dans le monde anglophone, quand tu lis sur ce qui peut être des livres de performance, de développement personnel ou d'entrepreneuriat, de marketing, surtout en marketing, tous ces schémas, tous ces instincts, toute cette théorie un petit peu évolutionniste, elles se recoupent. Et Oui. j'y trouve beaucoup de vérité, et c'est pour ça que cette confirmation m'a toujours surpris et fasciné. Et dans le cadre de l'entrepreneuriat, je ne peux m'empêcher de te demander si l'entrepreneur, selon tes lunettes, il a quelque chose de plus, ou il a une volonté de plus. Quelle est ta position sur l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, c'est vouloir conquérir le monde, tu vois, pour en rapporter l'énergie. Alors l'énergie à son groupe et l'énergie à sa femme et à ses enfants. À la base, l'entrepreneur, il ne conquiert pas pour lui, il conquiert pour le groupe. C'est cette volonté de conquête du monde pour en tirer l'énergie et pour tout simplement optimiser ses chances de survie, tu vois, et celle de sa famille et éventuellement celle de son groupe, puisqu'en général, l'entrepreneur chasse en groupe. Alors il chasse en groupe de son pays, mais il chasse pour son pays, hein, il est soutenu par son pays puisqu'il fait vivre son pays. C'est toujours comme ça, tu vois. Donc c'est un être positif à la base, positif pour son groupe, mais qui peut devenir un danger pour les autres groupes humains, tu vois, pour les autres communautés, puisqu'il est l'entrepreneur, normalement, il y a une compétition des entrepreneurs entre eux dans un pays, bon, ça fait évoluer les technologies, mais il y a des compétitions entre les entrepreneurs de tous les pays, tu vois. Et chaque pays, chaque entrepreneur défend, en fin de compte, les valeurs de son pays, de sa communauté. Tu vois. Mais au sein de la communauté, il y a aussi des concurrences. C'est toujours comme ça. Mais l'entrepreneur, c'est la quête énergétique. Tu vois, c'est tout. Aller à la conquête du monde pour, euh, pour optimiser ses chances de survie et de transmettre la vie, tu vois. Et puis pour pouvoir, pour que son groupe puisse se répandre, croître, pour avoir une démographie positive et pour pouvoir conquérir le monde. La vie est faite pour se répandre. Alors forcément, sous l'angle évolutionniste, ça fait parfait sens. Et d'ailleurs, de nos jours, on a tendance à mettre l'entrepreneuriat sur un piédestal, ça devient de plus en plus à la mode, parce que les gens sont dans une espèce de quête de liberté, surtout ce cliché d'être sur la plage avec son ordinateur, travailler tranquillement avec un cocktail. Mais comme tu l'expliques très bien en sport, tout le monde n'a pas forcément les prédispositions et le potentiel pour être un athlète de force ou un athlète de vitesse ou un marathonien. Est-ce que selon toi, dans l'entrepreneuriat, ça fait sens aussi de dire que on n'a peut-être pas tous ce qu'il faut pour la quête de la calorie? Ah ben, bien sûr. Euh, En plus, ça dépend dans quel domaine on va entreprendre, hein. Et puis, l'entrepreneuriat ne demande pas que des qualités, malheureusement. L'entrepreneuriat ne demande pas que des qualités personnelles, elle demande aussi à avoir des réseaux. C'est-à-dire que tu peux avoir les meilleures idées du monde, si tu n'as aucun réseau, tu ne feras rien. Alors, il y a des gens qui n'ont aucune idée, mais qui ont les réseaux, qui sont capables de créer des liens, tu vois. Ben, ces gens vont, à ce moment-là, ils n'ont aucune idée, mais ils peuvent être utiles, tu vois, ils ont les réseaux. Mais un entrepreneur qui n'a pas les réseaux, c'est la même. Alors, la force aussi d'un entrepreneur, c'est pas uniquement d'avoir des bonnes idées, malheureusement, hein, pour aider le monde avec des inventions, avec des choses nouvelles, c'est aussi d'avoir de bons réseaux. Et malheureusement, euh, pour avoir de bons réseaux en France, par exemple, il faut être né du bon côté, tu vois. Donc tu peux avoir les meilleures idées. Quand tu es issu d'un milieu de merde, en général, tu ne réussiras pas parce que tu n'as pas les réseaux. Et l'énergie que tu feras, que tu mettras pour acquérir tes réseaux, tu la mettras pas forcément
dans la création pure et dure de choses utiles au groupe. Tu comprends? C'est très dur. C'est un ensemble. Alors les États-Unis, c'est un peu différent. Quand tu as de bonnes idées, tu as tout le temps des mecs qui vont t'associer et dire ah, ben viens, c'est super, viens ici. On va bosser avec toi. On va faire 25, 50, 25, 70, 80, 50, 50, je ne sais pas. L'Américain, lui, il marche en, comme ça. C'est-à-dire, il y a tout le temps des mecs pour venir financer un gars qui a une bonne idée. Tu vois. Le problème de la France, c'est que c'est un pays de caste. Et si tu as une bonne idée, bah, tu intéresseras personne si tu es, on va dire, d'une caste inférieure. Donc, les bonnes idées ne peuvent apparaître en général que dans les castes supérieures, ce qui limite énormément pour la France la possibilité d'avoir de bonnes idées, puisque ça limite, en fin de compte, le nombre de personnes pouvant avoir de bonnes idées qui puissent se diffuser. Donc, il n'y a que les castes supérieures qui ont les réseaux de financement, les réseaux juridiques, la connaissance juridique, la connaissance fiscale, qui peuvent à ce moment-là faire fructifier une bonne idée. C'est un problème français. En Amérique, c'est pas comme ça du tout. Alors, c'est pas comme ça du tout en Allemagne, bien que ça soit différent en Amérique. L'Allemagne, ça va être une espèce de méritocratie. Les mecs vont se vendre auprès de sociétés et dans ces sociétés, ils vont monter progressivement jusqu'à atteindre des niveaux très hauts, alors qu'en France, le poste de direction est donné en général au fils d'eux. Tu vois. Oui, il y a vraiment un contraste de mentalité qu'on voit aussi de notre côté, puisqu'on est en Suisse, on n'est pas en France, même si on partage la même langue, il y a déjà des disparités en termes de mentalité. Et à l'intérieur même de la Suisse, on remarque que le côté allemand de la Suisse a plus de tendance, on va dire, un petit peu à la discipline, et puis à cette espèce de course au statut, ce course à la calorie, comme tu dirais, alors que le côté francophone est peut-être un petit peu plus calme, un petit peu plus relax, passif, et voilà. Et ça, c'est quelque chose de notable. Et justement, maintenant qu'on a les lunettes de la calorie qui sont si intéressantes, qu'en est-il du leadership? Parce que c'est bien d'avoir des idées, c'est bien d'avoir un réseau, mais il faut encore pouvoir diriger tout ça, motiver les troupes et vraiment porter la vision, faire croire aux gens en ta vision. Donc, d'où viendrait le leadership selon toi? Si tu veux, je montre ce que je suis capable de faire, tu vois. Je ne le fais pas dans un premier temps pour de l'argent, je le fais pour prendre de la puissance, pour créer encore plus. C'est-à-dire, chaque fois que je réussis quelque chose, j'essaye de l'investir dans quelque chose d'encore plus gros, tu vois. Tout de suite, cette conquête de l'énergie, tu vois, pour pouvoir, en fin de compte, arriver à mon but final. Mon but final, qui est faire porter ma voix le plus fort possible pour libérer les hommes, tu comprends? Mais ça demande, en fin de compte, de montrer que tu montes en puissance et de montrer que tu es capable de créer et que tu es toi-même un exemple à suivre. Tu vois, j'essaye de faire de ma vie un exemple pour les jeunes qui voudront réussir dans l'existence. Tu vois, je ne suis pas qu'un théoricien, je suis un mec de terrain. Alors, je fais des machines de sport. Tu vois, par exemple, actuellement, je fais des bouquins. Tu vois, donc j'ai fait des bouquins de musculation qui sont devenus le numéro 1 mondial des livres de muscu, puisque le Strange Training Anatomy, Guide des mondes de musculation, est le livre de musculation qui se vend le plus au monde. Tu vois. Ensuite, j'ai toute une gamme qui est Gundil, qui, à partir de ce type de livre, donc j'ai diversifié avec des méthodes de musculation pour le fight, pour le bodybuilding, des livres pédagogiques pour apprendre l'anatomie, tu vois, des livres pour faire les tractions. Maintenant, on en fait pour le sport, tu vois, pour musculation pour les sports en général. Tu vois, donc on prend progressivement du marché, on devient de plus en plus sérieux. Je fais les posters pour les salles de gym, tu vois, histoire d'avoir de la visibilité. C'est pas uniquement pour l'argent. L'argent est important, mais c'est pour augmenter ta visibilité et ton pouvoir, tu vois, d'influence, ton pouvoir d'imprégnation de ce que tu vas donner, tu vois, de ce que tu vas enseigner. Dans l'esprit d'homme, tu montres que tu es là. Et maintenant, je fais les machines de sport, tu vois, avec la Rock, avec la gamme Extreme by Delavier. Et j'ai carte blanche, je ne fais pas pour l'argent, parce qu'on deal d'une certaine façon, parce que ce travail donc, doit passer à l'usine bientôt, hein, et on fait des gammes de machines qui sont des très grosses machines de muscu, tu vois, adaptées aux morphologies, tout le temps dans l'esprit de mes bouquins, tu vois, avec une usine qui est devenue extrêmement performante, tu vois. Et
c'est pas, je le fais pour que les jeunes comprennent, je ne le fais pas pour récupérer de l'argent tout de suite, je le fais pour que mon nom aille dans les salles et que les mecs perçoivent Frédéric Delavier comme un exemple qui fait les meilleurs livres de musculation dans le monde et les meilleures machines, ou dans les meilleures machines. On a une concurrence sévère. Alors sur certains domaines, mes machines sont les mieux, tu vois, sont les meilleures, en tout cas au niveau des axes, au niveau du réglage des morphologies. On a tout le temps des petits réglages à faire, on a de la concurrence, mais on est au top sur de nombreux domaines dans notre création de machines. Donc j'ai boosté l'entreprise, tu vois, au niveau du sport, ce qui me permet d'être visible, tu vois, et d'être pris au sérieux pour pouvoir continuer ma montée pour devenir de plus en plus audible de la masse. T'as compris? Exactement. Et ça, c'est des concepts de marketing et de business qu'on connaît bien. Et justement, tu es en train de développer une personal brand, comme on pourrait dire, une marque personnelle, et tu investis vraiment dans ton nom, plus que dans les produits eux-mêmes qui rapportent du revenu direct. Et ça, c'est très très puissant. Et c'est quelque chose qu'on prêche volontiers sur le podcast, puisque de nos jours, l'argent, c'est rare, oui, mais l'attention l'est encore plus. Donc si tu peux réellement capter l'attention des gens sur le long terme, on a vraiment la croyance que l'attention vaut plus que l'argent, parce que dans un but d'avoir un impact positif, ça va de soi, tu as besoin vraiment d'un potentiel, comme tu l'as dit, de pouvoir, un potentiel d'influence, et c'est comme ça que tu fais vraiment passer un message, et c'est comme ça que tu changes les choses. Et pour nous, ça c'est un exemple de leadership, justement. Donc tu es un leader dans ton domaine, et ça c'est très très intéressant. Ouais. Ça veut dire que je montre que je fais du sérieux et du solide. Tu vois, tu connais pas, tu vois pas, d'ailleurs, je suis en France, hein. Normalement, c'est les Américains euh, qui sont au top. Tu vois, alors les Américains drainent beaucoup plus d'argent que moi. Mais au niveau puissance individuelle, je fais dans les machines qui sont les meilleures du monde, je fais les livres qui sont les meilleurs du monde. T'imagines, un Français, hein, tu vois. C'est pas l'argent que ça me rapporte, hein. C'est la puissance de sérieux que j'acquiers, tu vois, et d'écoute. Je fais les posters, tu vois, et là, on va commencer à monter la première salle de formation, le Delavier Gym, tu vois, avec un concept qui est super sympa, puisque les mecs ne peuvent pas faire ça. Tu connais des mecs qui peuvent faire avec leur nom des salles, qui font des formations grâce au bouquin, et en même temps qui sont équipés de machines faites par le mec qui a les salles. T'imagines? C'est-à-dire qu'on file du clé en main sans avoir besoin de franchise. Donc on est en train de faire des trucs qui sont très gros, tu vois. Ah mais absolument, d'un point de vue business, parce que nous on a peut-être moins les lunettes de l'anthropologue, de l'expert en anatomie, mais nous on a vraiment les perspectives marketing, les perspectives business, puisque c'est vraiment notre domaine, et ton projet il fait sens à 100%, et ce qui est Ah oui, extrêmement intéressant, c'est que ça part d'une expertise, et c'est pour ça qu'on essaye d'enseigner ça sur le podcast, c'est que à la place de perdre du temps sur des choses peut-être moins intéressantes, quand on a une passion et qu'on développe l'expertise autour, qu'on développe son nom autour, des choses réellement intéressantes et puissantes peuvent se passer sur le long oui. terme. Oui, oui, et il faut faire alors moi ce que je conseille, hein, faire des structures qui sont le plus faciles à gérer, qui attachent le moins les gens, tu vois. Il faut faire des trucs qui ne coûtent pas cher, tu vois, mais qui soient très puissantes et qui ne soient pas difficiles à gérer. Tu vois, le système des franchises, c'est des systèmes qui sont durs à gérer. Puis tu attaches les gens avec une chaîne, un boulet au pied, puisqu'ils sont obligés de payer tous les mois des trucs. Le système que je suis en train de faire est un système qui est absolument rigolo, tu vois, parce que c'est les mecs qui voudront prendre un Delavier Gym, tu vois, ils pourront garder le nom de leur salle, par exemple. Simplement, ce qu'ils doivent faire, c'est commander 10 machines, tu vois, juste 10 machines pour pouvoir travailler sur les machines. C'est des belles machines, elles sont pas plus chères que les autres, si tu veux. Mais là-dessus, on leur fait un enseignement, tu vois, pour leurs profs sur un enseignement d'anatomomorphologie pour adapter le sport à sa morphologie. Petit enseignement, mais qui donne un plus et qui permet d'avoir de la gym avec les machines. Tu vois, un truc extrêmement simple, mais sans avoir une franchise qui t'attache. Tu vois, le mec, si jamais il en a marre d'être un de la gym, bah, il n'est pas obligé de rester et puis il forme plus ses profs et puis il a 10 machines. Mais s'il veut rester de la gym, bah, tous les ans, il s'achète une machine, ça coûte pas plus cher que les autres, tu vois, et puis il continue les formations pour ces profs qui viennent et qui viendront faire une petite formation dans notre institut. Tu vois, un truc extrêmement simple, pas lourd, tu vois, qui n'attache pas les mecs avec des obligations de payer, tu vois. Ça, c'est la façon
dont je procède avec mes collaborateurs, tu vois, c'est de faire un système qui permet aux mecs de s'en libérer dès qu'ils sentent que ça pue, tu vois. Parce que le problème de tout ce qui est franchise, c'est que les gars qui gagnent de l'argent sur les franchises attachent les mecs à des franchises, tu comprends? Et ça, c'est pas bon. Moi, je veux des hommes libres. Donc, t'aimes bien mes machines, tu viens les voir, tu les essayes. T'en prends 10 et tu fais une formation pour tes profs. T'as le droit d'avoir le logo. Tu veux continuer, bah, tous les ans, t'achètes une machine. Tu vois? Une machine, c'est 2005, 3000. C'est rien, ça fait du même pas 250 euros par mois. On ne demande pas de 500, 800. Tu prends la machine que tu veux, la nouvelle marque, tu vois, et tu continues. Puis tu formes tes profs. Hein, les profs, ils viennent, ils ont une formation, ça ne coûte pas très cher. On leur fait, tant que tu as deux profs qui ont la formation, c'est bon. Tu vois, c'est rien. Tu vois. Mais justement, un tel système est possible parce que, avant tout ça, en amont, tu as créé une légitimité, tu as créé Voilà. une marque personnelle, ton nom est devenu une référence, et justement, tu as su te rendre remarquable. Et ça, c'est un concept de marketing qu'on développe énormément, qui est basé sur les théories de Seth Godin, un théoricien économique et en marketing américain. Et justement, ce qui est très intéressant, c'est que tu as euh, quasiment le podium des ventes sur Amazon. Ton nom est très renommé, les gens te suivent, les gens adorent ce que tu fais pour la plupart, et j'en fais partie également, mais pourtant tu t'es fait bannir de Wikipédia par exemple, et ça c'est un petit paradoxe extrêmement drôle de voir que quand quelqu'un est authentique à 100%, sort du cadre, sort du conformisme, il y a des choses très intéressantes qui se passent. Ah oui, oui. Alors, je me suis fait bannir de Wikipédia pour conférence raciste. Tu vois. Et pour non, alors moi je ne savais même pas qu'il y avait un Wikipédia, il faisait une page et c'était que sur le sport. Alors conférence raciste, parce que j'expliquais les différences morphologiques entre les Noirs, les Africains subsahariens et les Européens, tu vois, ou les adaptations à l'altitude en fonction des ethnies. Donc les mecs ont pris ça pour du racisme ou du racialisme, alors que je suis suivi à plus de 50% par des jeunes, comme disent les socialistes bien pensants, alors c'est même pas des socialistes, mais comme disent les, entre guillemets, les gauchistes en France, par des jeunes issus de la diversité. C'est-à-dire que je suis, si tu veux, suivi en grande partie par des jeunes maghrébins, des jeunes français maghrébins, hein, même maghrébins du Maghreb, des jeunes français d'origine subsaharienne, tu vois, des asiatiques, donc des gens qui essayent de comprendre leurs différences pour optimiser leur performance. Si tu veux, je ne suis pas dans le monde où on est tous pareils. Tu vois, le gauchiste, en France, il y a le gauchiste, hein, parce que c'est l'hémicycle, gauche, droite, c'est un truc français, c'est un complètement débile, hein, c'est une catégorie française. Il veut que tout le monde soit pareil, on est tous égaux. Égaux, c'est-à-dire qu'on est tous gris, tu vois. On a tous les mêmes performances et ce qui fait la différence d'un homme, c'est la culture. Non, ce qui fait la différence d'un homme, c'est aussi la culture dépendant en partie du milieu dans lequel tu es et de ta génétique, mais c'est surtout aussi, en grande partie, ta génétique et ta façon de concevoir le monde, issue de ta génétique, donc de tes ancêtres. Et ce n'est pas une classification de supériorité ou d'infériorité, c'est juste le fait que tu raisonnes et que tu penses en partie avec, si tu veux, la façon de penser et de concevoir le monde de tes ancêtres, plus la façon de penser du peuple dans lequel tu as été élevé. Tu comprends? Alors dire ça, c'est du racisme. Il voudrait que tout le monde soit pareil. Mais non, tout le monde n'est pas pareil et nous nous enrichissons de nos différences. Tu vois? Et c'est ça qui est bien. Nos différences ne sont pas que physiques, elles sont aussi dans la mentalité, dans notre appréciation du futur, dans notre peur de l'avenir, hein, dans l'angoisse de l'avenir qui est plus marquée par exemple chez les Européens qui ont cette angoisse permanente de l'avenir sélectionnée depuis des milliers, des milliers, des milliers d'années parce que nous affrontons l'hiver, la mort de la nature. Donc on est des calculateurs angoissés et cette angoisse qui fait qu'on a beaucoup de suicides, beaucoup de gens angoissés est due justement à l'hiver. Donc ce sont les plus angoissés qui survivent et le mec qui un peu je m'en foutisse et qui pense pas à l'avenir, bah, il crève en hiver, si tu veux, il crevait en hiver. Si tu veux être clochard ou être pauvre sous les tropiques, c'est pas être pauvre à Lille ou à Budapest, tu comprends? Quand tu dors la nuit dehors à Lille ou à Budapest, tu fais un arrêt cardiaque, hein, ou à Berlin. Hein. Quand tu dors dehors à Ouagadougou, ça va, la pluie est tiède et une feuille de bananier te protège. Et après, tu peux aller chercher du travail. Tu comprends? Même s'il y a d'autres problèmes. Donc, on a des mentalités différentes
ces mentalités différentes ne font pas qu'un être est supérieur à l'autre, il est simplement adapté à un milieu différent, tu vois. Et ça, les gens ne sont pas tous prêts à l'entendre, en tout cas les Français, parce que depuis longtemps, les Américains les anglo-saxons, surtout les Anglais, utilisent cette technique, cette approche pour comprendre les différences entre les individus, entre les ethnies, entre les peuples, pour leur vendre tout et n'importe quoi. Ce sont les premiers à étudier tout ça pour comprendre le monde et pour pouvoir vendre des choses aux individus. Tu comprends? Parce qu'on dit qu'on n'est pas différent. Ceci dit, les poulets frits du Kentucky, ils s'installent en général dans les quartiers à grosse population afro-descendante pour la bonne raison que les Africains sont en général, et pas que culturellement, ils sont aussi génétiquement, adaptés aux viandes maigres frites. Pourquoi viande maigre? Parce qu'il n'y a pas de viande grasse en Afrique. Et pourquoi frites? Parce qu'elles sont frites pour éviter depuis des siècles et des siècles et des siècles les bactéries et les parasites dans les viandes qui pourraient te tuer. Donc il y a toute une culture culinaire et des goûts et des appréciations de goût qui se sont génétiquement sélectionnés chez ces individus pour leur permettre de survivre à leur milieu. Et nos bons commerçants, vendeurs de chez les poulets frits du Kentucky le savent très bien et s'installent dans les quartiers d'afro-descendants pour faire des bons bénéfices. Mais maintenant, si tu dis ça aux Africains, ils vont comprendre, ils vont t'expliquer, ah oui, d'accord, d'ailleurs, il y a juste un petit truc à savoir, l'Africain subsaharien résiste beaucoup mieux aux graisses végétales saturées, cuites, frites, tu vois. Il va faire moins d'artérosclérose, moins de problèmes, il va mieux digérer ces graisses qui peuvent, chez un Européen, être problématiques pour sa santé. Tu vois, qui lui va plus être capable d'assimiler des viandes grasses, par exemple. Tu vois, tout ça, ce sont des sélections qui se sont faites et qu'il faut comprendre. Une bonne charcuterie bien grasse fera moins de dégâts, par exemple, chez un Européen que chez un Africain et fera énormément de dégâts chez un petit Indien du Sud, de l'Inde, végétarien, chez qui les graisses animales saturées sont un poison qui le détruisent très vite. Tu vois, tu comprends? Donc, on m'accuse de racisme et je ne fais qu'expliquer aux gens leurs différences pour qu'ils puissent les vivre du mieux possible. Je ne dis pas que le métissage est mauvais, on va dire que le racialisme est mauvais. Ce sont deux forces différentes. Si tu veux, l'humanité a tout le temps vécu avec ces deux forces. L'essentiel, c'est la voie du milieu, si tu veux. Tu vois. Et là, on reconnaît la génétique et l'épigénétique, toujours ce concept de l'influence de son milieu. C'est pour ça qu'il faut aussi essayer de s'entourer des bonnes personnes, d'avoir les bonnes influences, le bon style de vie pour s'optimiser. Et tu as justement parlé de s'optimiser. Quand on se connaît un peu mieux, on peut s'optimiser. Et je ne sais pas si tu connais des petits insights sur la notion de développement personnel, comment devenir plus performant, selon tes lunettes, comment on peut faire? Pour devenir performant, il faut apprendre à se connaître soi-même. Donc se regarder avec objectivité pour connaître, accepter ses défauts et ses faiblesses et localiser, voir où sont ses forces. À ce moment-là, on essayera d'un peu combler ses défauts et ses faiblesses qui sont toujours très difficiles à combler ou très lentement et on essaiera d'optimiser au maximum ses forces pour pouvoir être le plus performant possible. Mais tout ça se fait par l'acceptation de ce qu'on est réellement. Et un être intelligent, c'est un être qui sait se regarder avec objectivité. Tu comprends? Je ne suis pas un bon gestionnaire, mais j'ai une capacité d'analyse de mon milieu. Donc, je cherche de bons gestionnaires et moi, j'observe le milieu pour pouvoir le maîtriser. Et tu vois, c'est un exemple. Je suis un bon gestionnaire, mais j'ai du mal à observer mon milieu et à l'analyser. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'associer à des mecs qui sont capables d'observer, d'analyser le milieu, et moi, je vais gérer leurs affaires. Tu vois, c'est tout ça, savoir qui tu es, vraiment, pour pouvoir réaliser ton existence d'homme, tu vois, optimiser tes performances et transmettre la vie en aidant ton groupe et pas en faisant une action de prédation sur le groupe. J'écoutais un ami qui avait des magasins aujourd'hui qui dit oui, dans le commerce, il y a le baiser et le baiser. Je dis oui, peut-être, mais non.
il faut rester des exemples. Parce que si tu penses comme ça, le monde ne va pas évoluer, ne va pas s'arranger. Dis-moi, il faut avoir confiance dans le monde. C'est-à-dire, il faut monter des associations, essayer de les monter en hommes libres et ne pas essayer de baiser les autres. Alors beaucoup ont réussi en baisant les autres. Malheureusement, à long terme, ils baisent le monde. Tu comprends? Parce qu'il reste des mauvais exemples et les gens veulent les imiter. Par contre, un mec qui a un exemple, bah, il va briller pour l'éternité. C'est une image, mais il pourra, par son exemple, faire venir ou attirer énormément de personnes parce qu'il a été bon et qu'il a réussi. Si jamais il est bon et il réussit, bah, il est un exemple flamboyant pour les hommes et il peut guider l'humanité. En parlant justement de la progression de l'humanité, toi qui as la perspective vraiment de l'évolution, on est toujours designé en tant que machine humaine pour satisfaire nos besoins les plus primaires. On n'a pas évolué aussi vite que notre milieu qui satisfait très facilement ici en Europe nos besoins primaires. Et on est dans cette quête un petit peu comme la pyramide de Maslow, toujours aller un petit peu plus loin, essayer de satisfaire cet ultime but de se réaliser soi-même. Et puis c'est pour ça que les gens portent moins d'importance peut-être à leur nourriture et puis ils sont plus en quête peut-être soit spirituelle, soit d'objectifs personnels, d'accomplissement. Selon tes lunettes, dans quelle direction on va pour se réaliser comme ça avec l'humanité? Pour se réaliser, la seule chose à faire, c'est vivre et agir. C'est-à-dire que expérimenter la vie. Tu comprends? Expérimenter la relation à l'autre. Ne pas avoir de regret, le regret de ne pas avoir agi. Quand tu veux quelque chose, tu tentes cette chose. Même si tu échoues, l'important ce n'est pas de réussir ou d'échouer, l'important est d'agir. Et c'est en agissant, en fin de compte, que tu vis réellement et que tu peux vivre la relation au monde et surtout la relation à l'autre, c'est-à-dire aimer et être aimé. Le sens de la vie, c'est pas de faire des profits, hein. Le sens de la vie, c'est de vivre et de transmettre la vie par l'amour que tu donnes. C'est tout. Mais pour ça, il faut d'abord conquérir le monde et accumuler de l'énergie dans ta phase de jeunesse, hein, et quand tu enfles, tu vois, dans ta volonté de puissance, comme disait Nietzsche, hein, c'est le fait d'être jeune et se gonfler d'énergie, mais ça va plus loin. Si tu es dans cette volonté conquérante de l'entrepreneur, c'est en vérité que dans un second temps, quand tu sens que l'aile de la mort se pose sur ton épaule et que les premiers dégâts irréversibles arrivent, hein, la perte d'une dent, un accident qui te montre que tu ne récupéreras pas de ta blessure, hein, à ce moment-là, tu comprends que tout est perdu d'avance et que cette énergie que tu as pris au monde pour vivre, tu dois la redonner dans l'acte d'amour pour que le monde continue sans toi. Et là, tu fais vraiment ce que tu dois faire et tu vis pleinement. La vie, c'est prendre au monde et redonner dans l'acte d'amour. Et redonner au monde, c'est la seule façon de se sentir lié et de sentir qu'on a existé. C'est l'amour, le don à l'autre, mais on ne peut donner que ce qu'on a pris par la prédation ou l'entrepreneuriat. Exactement. Et pour ça, comme tu l'as si bien mentionné, il y a l'initiative, le passage à l'action. Et ça, c'est quelque chose de crucial en 2018. J'ai vraiment l'impression que les gens en apprennent de plus en plus, mais la recherche peut-être du bon moment ou de la perfection paralyse. Et de plus en plus, on est passif à la place d'être actif. Est-ce que tu as remarqué cette tendance aussi? Ah ben, les gens veulent être parfaits. Les gens veulent réussir à être les meilleurs. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que l'on réussit. Il faut avoir cette volonté d'être le meilleur. Tu vois, plus tu vises loin, plus tu risques d'aller loin, en sachant que quand tu vas commencer ton entreprise, tu vas commencer d'une façon assez chaotique et ça ne va pas se passer très bien. Donc, il faut commencer le plus tôt possible pour réussir le plus tôt possible. Si tu attends d'être au top pour commencer, tu es déjà dans l'erreur. Tu comprends? Il faut agir. Toute action que tu entreprendras sera au début un peu chaotique. Un petit enfant apprend à marcher en se pétant la gueule. Il tombe, il se fait des bleus. Mais au bout d'un moment, il se redresse. Et si, par chance, il est intelligent, et il fait les bonnes rencontres et de bonnes constitutions, il pourra aller sur les chemins de l'existence
et conquérir le monde pour transmettre la vie et donner son amour. Tu comprends? Mais ça commence toujours d'une façon chaotique. Ce n'est jamais facile. Les premiers dessins que j'ai faits quand j'étais petit, c'était des grabouillis, jusqu'à devenir un véritable maître. Mais en ayant atteint ma maîtrise, au bout d'un moment, je ne vais pas m'amuser à rester dans cette maîtrise. Maintenant, je passe à autre chose. Si tu veux, j'ai atteint mon objectif. Maintenant, je deviens philosophe. Et quand j'aurai enseigné ce que je dois enseigner, eh ben, j'irai regarder pousser mes tomates, tu comprends? En regardant grandir mes enfants. Et c'est très très beau de finir un petit peu sur cette note-là, parce que je voulais te demander quelle était ta définition du succès, mais tu as en partie répondu par cette transmission de calories, d'amour que tu as préalablement développé et puis acquis. Et avant que je te pose ta dernière question, où est-ce que les entrepreneurs peuvent te trouver, ton contenu et tes livres? Ah bon, mes livres, ils les trouvent sur Amazon. Les entrepreneurs qui veulent comprendre, s'ils sont entrepreneurs et qu'ils ont réussi, c'est qu'ils ont compris le monde. En partie, on va dire. S'ils sont entrepreneurs et qu'ils n'ont pas encore réussi, c'est qu'ils ont l'énergie, mais qu'ils n'ont pas encore compris vraiment comment ça fonctionnait. Tu vois? Donc, s'ils veulent comprendre le monde pour optimiser, en fin de compte, leur performance, puisque mon livre est en fin de compte un livre sur la performance, sur réussir sa vie. C'est un livre qui est fait pour réussir sa vie. D'ailleurs, il y a tout un passage sur la réussite. Là, je l'ai en face de moi. Je ne sais même pas combien ça fait de pages. Je regarde, ça doit faire une vingtaine de pages, mais il y en a plein sur les hommes, les femmes, sur la mode, tout ce que tu veux. Ils trouveront sur Amazon, et Amazon, ils iront chercher à Delavier, ils chercheront à l'éveil des consciences ou comment devenir un homme libre, tu vois. Alors, c'est pas du tout un livre de gourou, c'est un livre qui est basé sur des choses extrêmement logiques, sur les lois physiques du monde, sur la génétique, sur la biologie, et qui nous montre que ce monde et ses lois physiques génèrent un être spirituel qui est un être spirituel qui à la base fonctionne sur des automatismes hérités de nos ancêtres et des automatismes hérités de notre confrontation au monde. Et que le fait de comprendre ces automatismes nous donne une force énorme, ça veut dire que ça nous permet de nous sortir de ces automatismes pour véritablement maîtriser notre existence. Tu vois, et être un entrepreneur efficace qui comprendra pourquoi celui-ci veut lui niquer sa race, pourquoi celui-ci s'associe avec lui, pourquoi celui-là est jaloux et pourquoi celui-ci le quitte. Tu comprends? Donc ça va aider parce qu'il comprendra notre nature animale et notre nature animale qui est basée sur la quête énergétique, comme je dis tout le temps, l'apprendre et la conserver pour rester en vie et la redonner pour transmettre la vie. Alors c'est l'apprendre ou la conserver, mais c'est aussi l'échanger. Ça, il faut penser que notre monde est un monde d'échange. Nos sociétés ne sont pas que des sociétés de prédation. Nos sociétés humaines sont des sociétés d'échange interne, de prédation aussi, mais aussi énormément d'échanges, tu vois. Et ce sont les sociétés qui pratiquent le plus l'échange de bons procédés en interne qui sont les plus résistantes. Donc ce sont les sociétés les plus unies. Quand il y a des combats internes, ça pose des problèmes. Alors les sociétés les plus unies sont les sociétés les plus aptes à effectuer de la prédation sur les autres sociétés désunies. Tu comprends? C'est tout ça, ce sont des histoires énergétiques. Quand tu comprends tout ça, tu comprends comment fonctionne le monde. Tu vois? Nous sommes des êtres organiques, que ce soit les hommes, que ce soit les cellules, que ce soit les paramécies, les bactéries, les hommes, les sociétés humaines, les villages, les sociétés privées, les entreprises, les États sont en vérité des organismes dont le but est de prendre et de conserver l'énergie pour rester en vie, et grossir, et échanger avec les autres pour se maintenir en vie. Donc l'échange fait partie aussi de la vie. C'est essentiel. Et plus le monde évoluera, plus l'homme prendra conscience de son état, moins la prédation aura lieu et plus l'échange aura lieu. Tu comprends? On arrive progressivement dans un monde d'échange, mais il faut encore que la mentalité, que l'esprit de l'homme s'éveille.
Ça va mettre du temps, ça viendra. Et j'ai énormément appris à travers ces lunettes-là euh, des instincts primitifs, de la calorie, de l'énergie. Euh, Tous les livres qu'on lit, que ce soit à l'HEC, que ce soit dans le business, que ce soit dans les librairies, au final, j'arrive toujours à trouver un point d'attache, un point d'ancrage qui rapporte à ce genre de concept, et je trouve ça absolument fascinant. Et ma dernière question, c'est vraiment, quel est l'impact que tu veux avoir sur le monde? Tu nous as déjà donné pas mal d'indices, mais peut-être tu peux le former comme conclusion. Mais si tu me poses cette question, c'est que tu sais que déjà, que l'impact que j'ai et que je vais surtout avoir, vivant ou mort, est un impact énorme. C'est-à-dire que si tu as compris, compris mon enseignement, tu as compris que j'avais changé radicalement la pensée, la conception du monde pour ceux qui me lisent et qui m'écoutent. C'est-à-dire que les gens qui me lisent et qui m'écoutent deviennent réellement des hommes libres, c'est-à-dire qu'ils deviennent des dieux humains, c'est-à-dire des gens qui savent exactement qui ils sont. C'est-à-dire, ils ne sont pas des petits hommes perdus au milieu de l'espace sur une planète, sur un bout de rocher, hein, et qui essayent d'oublier leur mortalité, le fait qu'ils vont mourir dans une quête éperdue du pouvoir ou de la réussite. Hein. Ils comprennent qu'ils sont la chose la plus essentielle du monde, c'est-à-dire qu'ils sont tout simplement la conscience du monde, et que le but de cette conscience, c'est de vivre en en mangeant le monde, si tu veux. C'est le serpent Ouroboros de nos religions, on va dire, nos croyances anciennes, tu vois. Donc, il faut manger le monde pour vivre, mais que ce qui vit et ce qui pense, on va dire ce qui pense en nous, c'est le monde. Nous sommes la pensée, tout simplement, du monde, et nous ne pensons et nous ne réagissons qu'en fonction de ce que nous recevons du monde. Nos pensées ne surviennent qu'en fonction de ce que nous recevons du monde et d'une façon automatique. Donc, en conclusion, nous sommes juste la pensée du monde ou la pensée de Dieu. Et quand un homme un soir d'été, en allant pisser sur son gazon, lève la tête au ciel et est émerveillé en même temps à le vertige devant cette immensité cosmique, en vérité, il se regarde lui-même et c'est le monde, cette immensité, qui prend conscience de sa grandeur à travers cet homme qui fait pipi sur le gazon. Tu comprends? Magnifique conclusion en tout cas. Je te remercie infiniment d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça, de partager ces lunettes avec les entrepreneurs, puisqu'ici on parle souvent de lunettes, d'acquérir ces nouvelles perspectives, parce que c'est en acquérissant de nouvelles perspectives qu'on peut développer notre champ des possibles, notre champ de compétences, et puis simplement accomplir ce qui compte vraiment pour nous. Voilà. Alors pour un entrepreneur, un dernier truc, le but, c'est pas de gagner uniquement de l'argent. Si c'est un véritable bon entrepreneur, c'est de faire quelque chose d'utile au groupe. Et si c'est réellement utile au groupe, à ce moment-là, il pourra gagner énormément d'argent. Donc le but d'un entrepreneur, s'il veut être vraiment un véritable entrepreneur, qui laissera une marque dans le monde, tu vois, une marque, je veux dire une marque personnelle, et aussi une marque s'il veut, bah, c'est de faire quelque chose utile au monde. Tu vois? Exactement. Le principe de contribution, de création de Voilà, valeur, et ensuite les résultats financiers n'en sont qu'une conséquence. voilà, exact. Alors, je pense qu'on peut se quitter sur cette équation absolument pertinente pour les entrepreneurs. Alors, dans tous les cas, notre contenu est toujours disponible sur Instagram et directement sur notre site. Pour Frédéric Delavier, vous aurez tout son contenu sur YouTube, sur Google et sur Amazon. Très très facile à trouver. Et pour le reste, on se dit à dimanche prochain. Allez, salut!